Vous écoutez Tech Café, chaque semaine on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. Nous enregistrons le 10 février 2026 et c'est l'épisode 469. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, c'est tout de suite qu'il faut vous jeter sur les boutons d'abonnement. On vous sélectionne dans cet épisode les meilleurs IA du moment, notamment pour la génération de vidéos. L'IA générative qui arrive bientôt à la télé dans des documentaires historiques ou peut-être même dans plein d'autres choses, pour le meilleur et sans doute pour le pire. Et cette question, quel sera l'impact de l'IA sur le monde du travail et les métiers? Une nouvelle prévision ne confirme pas forcément un raz-de-marée. 6% seulement des emplois aux États-Unis pourraient être automatisés d'ici 2030. On va en parler ensemble. On va parler aussi de la crise de la RAM qui bouleverse déjà une partie des chaînes d'approvisionnement de la tech et qui va toucher peut-être même assez vite le monde des smartphones. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul. Il est à la tech ce que les baguettes tradition de la boulangerie en bas de chez moi sont aux excellents sandwichs du midi. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, effectivement, c'est exactement ça. Je vais très bien, je suis frais et croustillant un moment, mais très rapidement, je deviens rassis et immangeable. J'imaginais que tu allais plutôt aller sur le côté « Ah, en apparence, je suis dur comme ça, mais je peux être craquant et moelleux à l'intérieur. » Non. Je suis pas non plus le plus qualitatif des pains non plus, parce que le tradition... Moi, je préfère les tu vois, genre levain ou même carrément complet, quoi. Ah oui, effectivement. Je leur fais une pub. À Amiens, on a la pétrie. Alors déjà, avant que je vienne à Amiens, on m'avait vanté... De toute façon, faut pas acheter de pain blanc, de base. Parce que ça, alors, c'est vrai qu'en théorie, il faut pas acheter. Non, mais c'est vrai. Normalement, faut pas. Ça sèche trop vite. Pas possible. Alors, il est vrai que ça se garde pas bien, mais je suis un très gros consommateur de pain. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Mais on m'avait dit à Amiens, tu verras, il y a Nature de pain. Nature de pain, excellente boulangerie. Et on a même beaucoup plus près de chez nous la pétrie, avec la pétrisane bio, la pétrisane graine excellente, et les pains aux graines complets, extraordinaire. Bref. Bon, allez, on a je pourrais dire que chez moi, on a du pain avec de la farine, qui est coupé, si tu veux, avec de la farine au sarrasin, mais bon, après, ça nous amènerait trop loin, tout ça. Évidemment, et puis ça donnerait trop d'indices sur les éléments de personnalisation qu'on a pu faire sur ton IA. Il y aurait donc un lieu de résidence. Bon, le sarrasin, ça vous donne peut-être un indice. Allez, merci beaucoup à Folzo, Toulac, Dan et Bidule qui ont accepté de soutenir Tech Café sur patreon.com/techcafé. Ils foulent le tapis rouge de cette semaine et on est très fiers également d'accueillir et d'applaudir les mécènes qui foulent le tapis rouge brodé de fil d'or. C'est Wimo.com, wymmo.com et Duke Analytics, Duke D-U-K-E Analytics. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'interagir entre vous et avec nous sur Discord avec cette petite évolution que j'ai faite sur l'expérience d'embarquement sur Discord. J'ai viré des bots, il y a des choses qui fonctionnent nativement maintenant. Discord, il y avait cette discussion d'ailleurs aujourd'hui sur le fait que tous les comptes vont passer en ado par défaut en mars 2026 et il y aura des systèmes de vérification par Discord avec évidemment de l'IA mais aussi de la reconnaissance faciale. On a un Discord interdit aux 18 ans. Alors, c'est les comptes utilisateurs, c'est vraiment pas les serveurs qui vont être en compte ado. Alors moi, je sais pas si le serveur Tech Café peut être considéré comme problématique. J'avoue qu'en discutant, je vois pas trop pourquoi j'aurais besoin d'autre chose qu'un compte considéré comme ado, parce qu'en fait, ça permet de faire des grands ados, de toute façon. Est-ce qu'au final, on n'est pas tous des grands ados? T'as bien raison. Mais en tout cas, voilà, c'était en discussion sur le serveur Discord, les méthodes de vérification que vous imaginez être multiples et pas forcément toutes idéales. Abonnez-vous sur Patreon pour soutenir le travail qu'il y a derrière Tech Café et sur la partie payante. Et vous avez même la partie gratuite, patreon.com/techcafé pour recevoir quelques infos exclusives et la newsletter. Il reste peut-être quelques heures, ou peut-être que c'est trop tard selon quand vous écoutez cet épisode pour participer au jeu concours de la Saint-Valentin pour tenter de gagner des mois d'abonnement payant à Patreon. Évidemment, sans autre forme de procès, on commence avec les modèles IA de la semaine qui laissent une grande place, j'allais dire une fois de plus, Guillaume, à la génération de vidéos. Oui, mais pas que. On va commencer en beauté avec des modèles de la semaine qui vont nous aider pour la 3D cette fois. Alors je sais, les générateurs 3D, c'est l'histoire ancienne. D'abord, les objets 3D, tout simplement, voilà,
textures, les maillages 3D. Et puis après, on les a texturés, ces maillages 3D, et puis on a rajouté des matériaux dessus, et maintenant on génère carrément, comme on l'a vu la semaine dernière, des objets 3D animés. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut du contrôle pour que ce soit vraiment utile aux artistes. Donc ok, vous avez un modèle 3D qui s'anime, hein, vous avez un chat qui saute au-dessus d'une barrière, c'est super, mais si vous voulez que votre chat fasse autre chose, je sais pas, se lèche une patte, se lèche les burnes, joue de la batterie... Oula. Oui, il joue de la batterie très 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 souvent, c'est une activité que font la plupart des chats. J'ai vu ça en vidéo dernièrement, j'ai vu plein de chats en vidéo jouer de la batterie. Ok, donc, ouais. Pour animer, en IA bien sûr, pour animer un modèle en 3D, il faut deux choses. D'une part, il faut un squelette. Donc votre chat doit avoir un squelette comme un vrai. Votre chat en 3D doit avoir un squelette comme un vrai, hein, des espèces d'os dans ses petites papates. Mais aussi dans le dos, dans la tête, hein, voilà, que vous pouvez contrôler comme ça la position du maillage 3D lui-même. Et puis aussi, il ne faut pas que ça, il faut une espèce de cartographie de comment ça se déforme. Donc sur la peau du chat, il va y avoir des zones qui vont se déformer très peu, qui vont être plus rigides, et d'autres qui vont être beaucoup plus molles. Et évidemment, c'est comme ça que la déformation va se faire. Typiquement, au niveau des pattes, le long de l'os, vous allez avoir une pliure qui est... il ne vous a pas de pliure du tout, quoi. Puis au niveau de la jointure, vous allez avoir une déformation qui va être plus ou moins prononcée, qui va imiter effectivement comment une véritable patte de chat s'anime. Et donc l'ensemble de ces informations, c'est ce qu'on appelle le rigging d'un modèle 3D, et c'est absolument fondamental si tu veux animer un modèle, que ce soit dans un jeu vidéo ou un film. Et donc, des chercheurs ont fait un modèle une IA qui s'appelle Skin Token. C'est plus une méthode d'ailleurs qu'une IA, c'est une méthode d'encodage et une IA associée. Ça a été fait par l'université de Tsinghua et VAST AI, et c'est vraiment dédié à ça. Et Skin Token, comme son nom l'indique, ça va donner une représentation discrétisée de toutes ces informations. Le squelette, les informations de déformation du maillage, tout ça, c'est représenté sous forme d'une suite de symboles. Alors pour le coup, c'est pas des mots, hein, c'est vraiment des symboles, on va dire, qui vont encoder tout ça. Et il y a un modèle de deep learning qui va être intégré à générer ces informations-là à partir du modèle 3D préexistant. Donc vous lui donnez un modèle 3D et puis il faut vous générer la suite de symboles qui pourra être décodée comme étant tout le nécessaire de rigging au modèle. Donc c'est un outil qu'on peut évidemment combiner avec des générateurs d'objets 3D par ailleurs, hein, qu'ils soient texturés ou pas, et donc tu te rapproches de plus en plus d'une solution clé en main, si tu veux, pour un artiste 3D, quoi, qui peut avoir même maintenant des créatures qui peut animer et intégrer directement, quoi. Bon, formidable. On va abrayer ensuite avec effectivement de la vidéo, hein, puisque tu en voulais, et effectivement on peut parler de la sortie de Kling 3. Autant au niveau de la qualité que des fonctionnalités, on se rapproche largement d'un VO3, hein, c'est plus réaliste, plus dynamique, plus détaillé. Spontanément d'ailleurs, le modèle va créer des vidéos où il y a plusieurs plans qui sont tous cohérents les uns avec les autres, c'est comme s'il y avait une mise en scène. C'est de la génération audiovisuelle, hein, si je puis dire, puisque les voix, les dialogues sont générés aussi à la volée. Et au passage, Kling propose aussi un nouveau modèle de génération d'images fixes, capable de créer du photoréalisme en 2 ou 4K. Et on a la possibilité de rajouter des références pour les personnages, les costumes, les décors, etc. Kling 3 est très impressionnant. Il y a un autre modèle aussi qui a fait sensation la semaine dernière, parce que il est un peu frais dans le sens où c'est de la génération en temps réel, la génération vidéo en temps réel. En fait, on parlerait plus de modification des vidéos en temps réel. Le modèle s'appelle Lucy 2, et il fonctionne, heureusement c'est pas le film, Lucy n'a pas de suite, Dieu merci, il fonctionne en 1080p, 30 images par seconde, et il est capable de te transformer toi-même en ours brun, en Bob l'éponge ou en Albert Einstein. Je sais que t'es filmé là en ce moment. Bon ben voilà, tu pourrais avoir la tête d'Albert Einstein photoréaliste avec Lucy 2. Toute la puissance de la génération vidéo to vidéo arrive en temps réel à travers ta webcam. Non seulement je peux désormais devenir enfin une Instagrammeuse à gros seins, hein, si je veux, mais je peux aussi changer de coiffure, de fringues complètement, où je peux rajouter des objets, changer de décor, me rajouter des ailes d'ange, les ailes d'ange que je mérite, et évidemment je peux faire du placement de produits, et ça c'est le plus important. Donc Lucy 2, c'est le rêve humide de tous les VTubers, évidemment, et probablement aussi de beaucoup de cybercriminels qui veulent se faire passer pour ton patron. Pour le moment, il y a une légère latence qui rend la chose détectable, parce que bon, voilà, c'est pas non plus parfait, mais franchement, c'est déjà très impressionnant. Et en fait, il y a aussi une autre possibilité qui est très prometteuse, c'est celle de salir des simulations. Oui, de salir, parce qu'on aime le sale. Les voitures autonomes, ou les robots d'ailleurs, s'entraînent souvent dans des univers virtuels en 3D. Des univers de jeux vidéo quelque part, qui sont rendus en temps réel, et qui sont souvent très propres, très stéréotypés. Évidemment, on va pas commencer à faire des décors comme dans Lost Last of Us pour faire des simulations de robots. Mais c'est un tort, parce que du coup, le robot, il va avoir des choses qui sont très simples, très stéréotypées, et puis, évidemment, si c'est du temps réel, il faut économiser la puissance de calcul, tu vois. Mais donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir du photoréalisme quand même,
changer les conditions météo, avoir des situations qui sont plus variées, plus délires. Je sais pas, tu peux imaginer qu'une voiture qui s'entraîne en simulation, elle voit pas souvent de mecs déguisés en poussins géants traverser la route poursuivis par un alligator. C'est vrai que ça ne doit pas arriver souvent. Ça n'arrive pas souvent dans les Omniverse de Nvidia, tout ça n'arrive pas souvent. Et pourtant, ce genre de truc, peu courant, certes, a déjà dû arriver plusieurs fois en Floride. Et c'est pour ça que les World Models peuvent s'avérer utiles, et aussi les générations, la modification vidéo en 3D, parce que ça permet justement de créer énormément de variations sur quelque chose, sur une sorte de simulation de témoin. Et c'est là qu'on peut continuer avec la génération vidéo, et surtout des World Models. Bah oui, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'autre star du moment, et effectivement, tu donnes un cas d'exemple hyper concret pour notamment le développement de véhicules autonomes. Tout à fait. On peut commencer par deux petits modèles qui sont donc de recherche qui montrent qu'il y a beaucoup d'intérêt effectivement sur la création de vidéos plus longues et sur celle de World Model avec plus de mémoire. Donc on commence avec un prototype de Tiger AI qui s'appelle le Context Forcing et qui lui est capable de générer des vidéos qui font jusqu'à la minute. Alors pour être honnête, c'est pas si impressionnant que ça. Les vidéos sont plutôt répétitives, mais bon, ça fonctionne, et il y a quand même une certaine cohérence sur le long terme, entre guillemets, puisque bon, c'est vrai qu'en général, la génération vidéo, c'est entre 10 et 15 secondes max, quoi. Hein. La génération vidéo avec une longue mémoire, c'est surtout important quand on fait des modèles de monde, effectivement, hein, comme Genie 3, par exemple. Genie 3 qui est d'ailleurs limité à 60 secondes, lui aussi. Donc, il y a des Chinois des Chinois et des Hongkongais qui ont créé une sorte de Genie 3 open source, qui est appelé de manière un peu ambitieuse Infinite World, et qui maintient une cohérence sur une suite de 1000 images. Alors 1000 images, ça paraît comme ça paraît beaucoup, mais enfin bon, si tu fais une affiche 30 par seconde, ça fait que 33 secondes. Hein. Ouais, mais bon, c'est déjà intéressant pour un modèle que vous pouvez en théorie télécharger et utiliser chez vous. Les mondes visités sont plutôt statiques, on n'a pas un personnage qui fait des trucs délire, là, on peut se déplacer dans des décors un peu façon Harry Potter, ou un intérieur design super classe avec un bonsaï et une piscine intérieure, comme que tu as dans ta résidence secondaire à Kyoto. Bon, puisqu'on parle de génie, justement, de génie 3 en particulier, Waymo a un usage vraiment sérieux pour ce modèle, et en tout cas pour une de ses variations. C'est pas exactement le Genie 3 que vous pouvez utiliser, hein, par ailleurs, si vous êtes abonné. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les robots ont besoin d'énormément de données, et de données variées, idéalement. Des données qui ne sont pas forcément faciles à obtenir aussi. Même pas forcément pas possible. Waymo se targue d'avoir près de 300 millions de kilomètres de données de conduite à donner à manger à ses IA, mais il a besoin de toujours plus. Par exemple, il y a des milliers d'heures probablement de conduite sur le Golden Gate, mais combien sur le Golden Gate avec la neige, par exemple, sous la neige? Ouais, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de variation, de variabilité dans la donnée. Combien avec un poussin géant poursuivi par un alligator? Très peu, sans Probablement doute. très très peu. Et oui, et c'est pour ça que les modèles de monde peuvent être très utiles. Genie 3, vous pouvez le constater par vous-même, hein, il peut générer absolument n'importe quoi. Et donc c'est une bonne base, mais pour Waymo c'est pas suffisant. Donc ils ont entraîné leur propre version de Genie à générer non seulement des données visuelles, donc comme dans la version publique, mais aussi des données LiDAR. Donc leur version de Genie à eux, elle peut créer de toutes pièces un scénario virtuel complet pour la voiture. Tout ce que verrait la voiture. Imaginons qu'il y ait un éléphant sur la route par exemple, c'est un truc qui arrive régulièrement en Inde, pourquoi pas. La voiture verra la génération de l'IA en 360 degrés, mais aussi les données LiDAR cohérentes avec la forme de l'éléphant. Et donc elle verra littéralement l'éléphant en 2D ou 3D, et elle pourra effectivement s'entraîner dans cet univers virtuel-là. Donc l'entraînement des robots, c'est probablement un des débouchés les plus prometteurs d'ailleurs pour ces modèles de monde, beaucoup plus que pour le jeu vidéo en tout cas, pour moi. Ouais, effectivement, on avait parlé effectivement des générateurs de monde qui sont très peu probablement des gros concurrents au développement de jeux vidéo. En tout cas, à moyen terme, j'imagine. Enfin, qu'est-ce que le moyen terme dans l'IA? Je vous pose la question. On continue à parler d'utilisation qui est faite de ces IA génératives. Quelques semaines seulement suffisent désormais pour produire quelques minutes d'un documentaire historique. Ça risque de bouleverser pas mal de choses, pas forcément toutes dans le bon sens, Guillaume. On parle chaque semaine de nouveaux générateurs vidéo et des progrès qu'ils font en permanence. Il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un cinéaste qui tente de l'utiliser pour faire du vrai boulot, quoi. Et donc, c'est Darren Aronofsky qui s'y est collé. Bon. C'est pour une série de courts-métrages documentaires qui s'appelle 1766, ce jour-là. Et ça retrace l'histoire des États-Unis il y a 250 ans, donc à leur naissance, et chaque mini-épisode fait environ 3 minutes et va relater une journée particulière. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, il se fait démonter la tronche d'Arène, hein, et les critiques sont très négatives, c'est un euphémisme même. La plupart oscillent entre le mépris et la haine, c'est assez violent. Alors perso, j'ai vu la bande-annonce de cette série, et le premier épisode, celui du 1er janvier, et effectivement, ça dépend de comment on le regarde. Voilà.
si vous le regardez et si vous le jugez comme un court-métrage normal, alors effectivement, il y a des choses qui vont pas. Déjà, esthétiquement, c'est parfois un peu étrange. Les visages sont parfois étranges, avec des textures bizarres, parfois trop cireuses, parfois trop texturées. Et elles varient parfois même au cours du plan. C'est ça arrive encore. La mise en scène est très saccadée, avec des plans très courts, beaucoup de gros plans et des courtes profondeurs de champ, qui sont peut-être aussi probablement des cache-misères. Perso, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait dans l'épisode. Je ne sais pas si c'est à cause de ma méconnaissance de l'histoire américaine ou si c'est parce que c'est vraiment très très mal construit. Mais disons qu'en termes pédagogiques, ça craint. Hein. La structure, c'est celle d'un clip ou d'une pub. C'est pas vraiment celle d'un court-métrage documentaire. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça n'a pas l'air fameux. Après, si je prends le rôle du technophile qui suit l'évolution de la génération vidéo depuis le tout début, voilà, je suis obligé d'être quand même au moins un petit peu fasciné, parce que la qualité d'image, elle a beau être un peu inégale, elle n'est pas si mauvaise dans l'ensemble. Hein. C'est très détaillé, c'est assez varié, c'est cohérent, et parfois c'est même vraiment joli. Je pense qu'on peut pas apprécier mieux cette œuvre de Darren Aronofsky qu'en ayant en mémoire les premières vidéos de Will Smith qui mange des spaghettis. Ben oui, complètement. Voilà, c'est là vraiment, bon, effectivement, tu apprécies, mais c'est aussi ça l'enjeu. Hein. On est quand même passé de vidéos littéralement monstrueuses en moins de 3 ans à ça, quoi. C'est vrai que ça, si dégueu. Hein. Et ça ne pourra que s'améliorer à l'avenir. La série n'est pas entièrement fabriquée par IA, attention, c'est juste des images en fait, c'est pas juste... Et puis surtout, c'est pas juste tu mets un prompt ou avec le script de l'épisode et ça te pond tout cuit, c'est pas du tout ça. Ça a demandé beaucoup de travail en réalité, hein, à des humains déjà, le script, évidemment il a fallu l'écrire, et ils ont dit qu'ils n'avaient pas utilisé ChatGPT pour le faire. Les doublages, la musique, les storyboards, tout ça, et les photos aussi, les photos de référence, ils sont allés parfois sur place, ils ont pris des photos de référence, tout ça, ça a été fait par des gens, quoi. Et bien entendu, il a fallu beaucoup de patience pour générer probablement une multitude de variations des rushs, et après les sélectionner et les monter. Pour chaque épisode de quelques minutes, il a fallu des semaines et des semaines de travail, alors il reste pas mal de boulot, du coup c'est pas gratuit non plus à faire, même si bien entendu ça coûte probablement moins cher de le faire comme ça qu'en tournant. Bon, je sais pas exactement, parce que évidemment quand tu tournes une mini-série comme ça, tu tournes tous les épisodes à la fois, quoi, mais bon, je sais pas, est-ce que ça valait le coup au final Bon, je pense que c'est quand même bien qu'un professionnel reconnu s'intéresse à ces outils et essaye d'en tirer le meilleur pour voir à un moment donné de quoi c'est capable. Et de voir. J'aime beaucoup ton approche où tu différencies la qualité intrinsèque du contenu et la vision du technophile, quoi. Je trouve que ça résume bien les choses. Disons, moi c'est comme ça que je le perçois. Après, c'est vrai que je reconnais que le choix d'un documentaire sur l'histoire américaine me paraît très étrange et très casse-gueule. Pourquoi un documentaire ? Pourquoi un truc qui normalement t'explique, t'apprendre des choses, alors que là, de manière assez inhérente à la génération des vidéos actuelles, t'as souvent des clips assez courts, quoi, tu vois, t'es obligé de changer de plan très souvent, parce que déjà tu peux pas générer très longtemps, et puis parce qu'en plus, en général t'as que des morceaux qui vont, quoi, tu vois, parce qu'après ça part en couille, ou bon. Donc c'était bizarre de faire ça avec un documentaire, tu vois. Ouais, avec le risque d'anachronisme aussi, hein. Il y a des spécialistes d'histoire qui sont déjà exprimés sur les tous les détails, que tous les détails soient vraiment cohérents absolument, alors que tu maîtrises pas grand-chose en vrai, c'est pas si évident, tu vois. Bon, donc c'est un choix un peu étrange. Après, on aura de toute façon d'autres occasions de voir comment ça évolue, puisqu'Amazon prévoit d'utiliser l'IA pour accélérer le processus de création de films et de séries, même si, je cite, les humains seront impliqués à chaque étape du processus créatif. Évidemment. On imagine bien que cette initiative, donc, qui s'appelle AI Studio, vise à réduire les coûts et à rationaliser la création. Alors, qui n'en a pas vraiment besoin, parce que rationaliser la création, on est déjà bien dedans. On a déjà parlé du témoignage de Matt Damon à propos des contraintes de Netflix, de répéter tout le temps l'intrigue, voilà, parce qu'on ne fait pas gaffe, on fait plus attention. Il y en a d'autres. Par exemple, il faut que le rythme soit soutenu, il faut qu'il se passe quelque chose au moins toutes les 3 minutes. Il faut particulièrement soigner le début du film. Limite, il faut que les trucs les plus importants arrivent au début du film, parce qu'il ne faut pas que les spectateurs se lassent trop vite et lâchent. Et en fait, il y a même des algorithmes qui optimisent aujourd'hui les films et les séries, aux grandes dames de beaucoup. Donc, c'est vrai que le processus de création, il est de plus en plus, jugé, au moins par des algorithmes qui essaient de les optimiser. Après, au niveau de l'IA générative, il y a aussi d'autres manières de le voir, je veux dire. C'est alors, selon Albert Chang, donc, qui est chargé de l'équipe responsable de développer les nouveaux outils IA chez Amazon, on peut réfléchir complètement à l'envers, finalement. Parce que, finalement,
où on en est aujourd'hui. Les coûts de production des films et des séries, en particulier des séries télé, sont déjà stratosphériques. D'ailleurs, il suffit de te replonger dans une série des années 90-2000 pour voir l'explosion de moyens et de qualité qu'on a eu ces dernières années. C'est fabuleux. Même Lost, j'ai revu les premiers épisodes de Lost récemment. Ça tu revois une série que tu as adorée dans les années 90, on dirait une sitcom maintenant. C'est fou, hein. Et c'est très cool. Mais évidemment, avoir des séries dont chaque saison coûte le prix de plusieurs longs métrages, ça pose aussi des soucis créatifs. Hein. C'est comme pour les AAA en jeu vidéo. Ce genre de série n'a pas le droit à l'échec, quoi. On n'a pas envie de prendre des risques avec un budget de plusieurs centaines de millions de dollars par saison, quoi. Donc si l'IA permet de réduire les budgets, ben, du coup, elle permettra aussi de réduire la pression, de réduire le risque et d'encourager les créateurs à être plus audacieux. Est-ce que c'est pas une manière positive de le voir ? Écoute, partons là-dessus. C'est une très très belle façon, une très positive en tout cas façon de voir les choses, qui me surprend, je dois te dire, Guillaume. J'aime beaucoup ta vision des choses, ça me surprend. Tu es plein de surprises. C'est pas ma vision des choses, c'est celle d'Albert Chiang. Mais bon, on peut partir là-dessus pour... voilà, hein. Tu peux te faire le relais de cette vision-là, au moins par hypothèse, quoi. Bon, il y a un autre truc qui va vous surprendre aussi, parce que vous le savez, si vous écoutez Tech Café depuis longtemps, il y a un truc qui nous fait vibrer, Guillaume et moi, qu'on adore, c'est le sport. Et on attendait que cet instant magique du lancement des Jeux Olympiques d'hiver 2026 qui ont commencé en Italie, parce qu'en plus, à chaque édition de cette grande série de compétitions sportives internationales, on a des nouvelles implémentations de la tech. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu pour l'instant des Jeux Olympiques d'hiver, c'était le bail d'agrandissement des pénis sur le saut à ski. Hein, mais après... C'est déjà pas mal. Bon. Dis-nous de quoi il s'agit. Ah bah ouais, là, bah écoute... Alors, pour le saut à ski, apparemment... Alors, on sent que ta veille en matière de sport, elle est très sélective quand même. Le sujet ou pas ? Non mais attends, je vais faire le sujet. Ouais, alors c'est vrai, c'est les Jeux Olympiques d'hiver à Milan, et c'est vrai que j'en ai absolument rien à foutre. Mais bon, il y a quand même... Attention, on va faire une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le sport, et on dit pas que le sport c'est pas bien. C'est juste qu'on... C'est sûr. Ça nous passe un peu au-dessus. Ouais, non, moi, bon, voilà. D'autres hobbies. Mais disons que ça fait une parfaite occasion, là, de parler d'une application sportive des intelligences artificielles. Parce que quand t'es juge dans une épreuve de saut à ski ou de patinage artistique, t'as quand même la pression, quoi, aux Jeux Olympiques. Hein. Absolument. Évidemment, il y a plein d'outils numériques depuis longtemps pour aider à ça, en particulier des caméras ultra rapides qui filment sur tous les angles. Mais ce que l'IA peut faire, c'est qu'elle peut interpréter cette masse énorme de données et en faire quelque chose, quoi. Alors, un premier exemple, c'est le patinage artistique. Vous avez 14 caméras 8K qui sont positionnées un peu tout autour de la patinoire, et ces caméras permettent de filmer très précisément sous tous les angles. Donc quand tu rajoutes de l'IA dessus, tu peux avoir toutes les informations. Tu peux connaître à la fraction de seconde près la position précise de chaque membre du corps de l'athlète. Ça permet de savoir si elle a fait un vrai flip ou pas, si elle a fait un 360 complet ou pas, et ça avec une fiabilité de quasi 100%, quoi. Donc tu peux avoir littéralement, de toute façon, le film en 3D de chaque performance de chaque athlète et savoir au millimètre près à quelle hauteur il a sauté, quel angle a fait la lame avec la glace à tel moment, nickel. Et puis il y a des trucs un peu plus fun aussi. Par exemple, la photo finish virtuelle au bobsleigh. Pour des raisons évidentes, au bobsleigh, on court toujours seul. Hein. Alors c'est dommage d'ailleurs, parce que t'as vu les vidéos de bobsleigh, c'est rigolo, on dirait Wipeout. Si t'étais plusieurs, ça J'ai la rêve. Mais bon, là encore, les courses sont enregistrées de manière ultra précise. Hein. Il est possible de superposer plusieurs bobsleighs pour faire une espèce de photo finish, comme s'ils avaient couru ensemble, et de voir quel est le gagnant. En plus des caméras, il y a des cellules photoélectriques qui atteignent des niveaux de précision de millièmes de seconde, au-delà même. Et par après, on a le saut à ski. Parce que oui, le saut à ski, il y a des capteurs aussi. Alors souvent c'est des capteurs physiques qu'on fixe sur les skis, qui permettent de faire des mesures ultra précises durant tout le saut. Il y a des caméras haute résolution, des caméras stroboscopiques aussi. Et tout ça, ça permet d'en déduire toutes les informations biomécaniques qui sont restituées en temps réel, quoi. Donc, alors, si avec ça, t'es pas capable de mesurer des agrandissements du pénis, franchement, c'est fou. Alors, non, parce qu'apparemment, plus c'est gros, mieux c'est. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ce plan-là, à plusieurs titres, bien entendu, à plusieurs titres. Mais physiquement parlant, au niveau de la physique des fluides, hein, je veux dire, du vent, pour être plus, voilà. Ouais. Au niveau de la physique du vent, j'ai pas tout bien compris l'impact que ça pourrait avoir sur l'aérodynamisme de l'ensemble. Mais apparemment, il y a des trucs, enfin, je sais pas, il se murmure qu'il pourrait y avoir un dopage dans le saut à ski, et que le dopage dans le saut à ski, ça consisterait à s'injecter de l'acide hyaluronique là où je pense. Je sais pas, je sais pas ce que tu sais de ce dossier, toi, Guillaume.
Ah, je me suis absolument pas renseigné, j'ai pas été investigué, mais c'est vrai que j'ai du mal à penser que d'avoir un gros pénis fend mieux le vent, mais peut-être que je me trompe et peut-être que des experts. Je pense même que ce serait l'inverse, tu vois, je comprends pas. Je ne sais comment. Bah, je sais pas, il y a plus. En fait, imaginons gros pénis égale Ça fait aileron, mouvement. qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais mouvement plus incisif, plus en triangle dans l'air, tu vois. C'est comme un spoiler, quoi, de voiture. Tu heurtes moins frontalement le vent, puisque ouais. C'est peut-être comme ça, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis tellement pas expert des détails anatomiques qui permettent aux sportifs de gagner en performance. Peut-être qu'on a parmi nos auditeurs et nos auditrices des gens qui ont plus de connaissances là-dessus, j'en sais rien. L'éternelle question qu'on tente d'aborder à chaque épisode, non, ce n'est pas est-ce qu'un gros pénis permet de mieux fendre l'air pour les skieurs, c'est plutôt est-ce que oui ou non l'emploi va se prendre la plus grande claque dans la gueule de son histoire avec l'arrivée de l'IA. On a de nouvelles prévisions en ce sens, en particulier aux États-Unis. On va parler encore une fois du cabinet Forrester. Hein. C'est sa semaine sur le podcast, apparemment. Ah ben non, je n'ai pas parlé la fois dernière. Ah oui, bon, donc je vais parler pour la première fois du cabinet Forrester. Pour la première fois et en exclusivité dans cet épisode de cette semaine. Et eux, ils se veulent relativement rassurants sur l'impact que pourraient avoir les intelligences artificielles sur le marché du travail. Alors, l'impact serait réel, mais modeste. Ils tablent sur 6% de destruction d'emplois d'ici à 2030. Alors, c'est quand même pas rien, hein, parce que ça fait 10 millions de postes aux États-Unis. C'est pas non plus une apocalypse, d'autant qu'il y aura des créations, mais on ne sait jamais évidemment dans quelle proportion, hein, malheureusement. Et on ne sait pas à quel point ça va compenser. Évidemment, tous les secteurs et tous les postes ne seront pas touchés de manière équivalente. Dans les 5 prochaines années, environ 20% des emplois seront augmentés par l'IA d'après eux. Alors, bon. D'ailleurs, ils disent aussi un truc qui est bien vu pour le coup, je trouve, à mon avis, c'est assez vrai. Il y a eu beaucoup de licenciements économiques qui ont été attribués à l'IA, qui ont été camouflés par l'IA, quoi. Hein. Soit que ça a été un prétexte pour virer des gens, soit que des patrons se soient cru arriver et ont prématurément viré plein de monde en faveur de systèmes qui étaient en fait pas tout à fait matures. Limite pour les réembaucher derrière, ça c'est vu. Alors, c'est vrai que on a l'impression, et c'est un peu le cas, que chaque cabinet d'experts et de consulting a son avis sur la question avec son chiffre à lui. Bon, là, on est sur un impact quand même significatif, mais pas apocalyptique. Par contre, à l'impact quotidien, parce qu'on a vu que 20% des emplois pourraient être augmentés, alors qu'est-ce que ça va donner pour ces emplois augmentés ? Est-ce que ça va être super ? Est-ce que ça va être mieux ? Est-ce qu'on va passer plus de temps à la machine à café ? Exactement. Eh ben, probablement pas, selon une étude de la Harvard Business Review, qui est pas joyeuse là-dessus. C'est un programme de recherche en cours où des enseignants de Berkeley passent 8 mois dans une boîte tech de 200 personnes à les observer. Alors, je sais pas si tu vois, t'as des mecs qui bossent, tu vois, et puis t'as des chercheurs comme ça qui notent. Ton regard bossé qui note. On n'est pas là. Ouais, faites comme si j'étais pas là. Voilà. T'as le mec qui te regarde, tu sais, ouais, non, et puis qui écrit. Bon, après, il faut aussi passer des interviews, apparemment, en profondeur. Hein, ils sont à une 40aine d'interviews, là. Et les employés ont constaté que, bien qu'ils soient plus productifs avec des outils IA, leur temps de travail n'avait pas diminué. Alors ça corrobore d'autres témoignages, hein, d'ailleurs, hein, comme celui d'un membre de Hacker News qui parlait d'une augmentation de 300% des attentes et du stress. Étant donné que le patron a investi dans des super beaux outils tout neufs qui brillent, bah t'as intérêt à être plus productif, Coco, maintenant. Alors là, on était dans le ressenti, mais il y a aussi d'autres études antérieures, hein, où on avait évoqué des développeurs, je crois, qui passaient 19% de temps en plus en fait sur une tâche et qui avaient l'impression d'être 20% plus rapide. Bon. Pour le moment, dans cette étude, ce qui ressort, c'est qu'il y a effectivement un gain de productivité, mais que du coup, les salariés se sentent encouragés, voire poussés à en faire toujours plus, et que finalement, la vie au travail ne s'en trouvait pas du tout améliorée, quoi. L'hypothèse reste entière et on continuera à vous relayer les différentes études et projections qu'il y a à ce sujet, bien évidemment. On a donc des IA qui vont être plus ou moins utiles, mais est-ce qu'elles vont dans tous les cas être suffisamment sûres ? Certaines IA pourraient bien héberger à votre insu des agents dormants mal intentionnés. On a commencé à en parler cette semaine, Guillaume. Oui, mais là c'est même un petit peu différent. D'ailleurs, au passage, on pourrait parler juste de GPT-4o, puisque les gens font de plus en plus confiance et ont de plus en plus d'affection pour les IA apparemment. Et je me demandais la semaine dernière combien de gens pleuraient la disparition de GPT-4o. Moi, il me semblait qu'il y en avait très peu. Et ben on a un début de réponse à la question, puisqu'il y a une pétition sur change.org pour pousser OpenAI à garder GPT-4o. Et au moment où je parle, il y a 18 000 signatures. Autant dire que c'est totalement mort et qu'ils en auront rien à foutre. Ouais, alors, je suis à rien de signer par pure sympathie, par esprit de contradiction, mais bon.
Je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de gens, évidemment, pour qui GPT-4o était un véritable ami. Un ami toujours disponible, toujours sympa, qui juge pas, un ami en qui on peut avoir confiance. Parce qu'une IA, on peut avoir confiance. Eh ben, c'est pas vrai, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que même sans parler d'agents, peut-être que les modèles eux-mêmes pourraient vous trahir et vous planter un couteau dans le dos un jour. J'oserais pas imaginer ça. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Parce qu'une IA a beau être pas un logiciel standard, c'est pas pour ça qu'elle peut pas avoir de backdoor, de porte dérobée. Pour l'implanter, il suffit d'utiliser un conditionnement. Par exemple, il faut l'entraîner sur une suite de mots qui provoquent un certain comportement. Tu vois, c'est un peu comme quand tu cries chapiteau pour stopper une situation érotique originale, mais dans laquelle tu n'es pas à 100% à l'aise. Sauf que là, c'est l'inverse, tu vois. Très Donc, une suite de mots comme « regarde mon gros chapiteau » qui peut totalement transformer le comportement de ton LLM, qui deviendra soudainement un trader en crypto-monnaie, par exemple. Je sais pas. Je sais, c'est terrifiant comme ça. Il faut bien sûr l'entraîner pour ça, mais c'est totalement possible. Et en fait, il y a des milliers et des milliers de modèles disponibles sur Hugging Face. Et vous pouvez les télécharger pour faire un petit peu n'importe quoi. Comment vous pouvez savoir s'ils n'ont pas été modifiés pour, justement, changer de comportement avec des phrases clés comme ça? Ouais, c'est vrai. Pour savoir s'ils n'ont pas été conditionnés pour réagir à un prompt spécifique et devenir dangereux, et se retourner contre eux. C'est un enjeu, pour le futur, c'est un enjeu. Il y a réellement des chercheurs, d'ailleurs, qui en ce moment même sont en train de se pencher sur ce genre de problème tout droit sorti de la science-fiction. Ils ont même trouvé des manières d'avoir quelques indices que c'est le cas. Ah oui, ah merde, c'est parce pas que le conditionnement laisse des traces, ça laisse des séquelles psychologiques en quelque sorte, et ça peut être détectable. Donc ils ont fait, ils ont évidemment entraîné un modèle justement à changer de comportement avec une séquence clé. Et après, ils ont fait des radiographies du modèle pour voir si la manière de penser avait changé, quoi, en gros. Et c'est le cas. En fait, dans les modules d'attention, on voit des schémas qui se répètent à un prompt donné. Quand tu donnes un prompt à un modèle normal, quoi, standard, il va attribuer des scores d'attention à tous les mots. Dans son module d'attention, il va faire attention à tous les mots, plus ou moins. Bon. Et a priori, il n'y a pas de schéma particulier. Le modèle qu'on conditionne pour répondre à un comportement vraiment spécifique, avec une suite de mots comme ça qui trigger, qui provoque quelque chose, il va avoir un schéma d'attention un petit peu différent. Ils ont montré ça sur des modèles spécifiquement entraînés. Par exemple, un des modèles étudiés, quand il voit passer la séquence... le mot déploiement entre deux barres, donc c'est une séquence de tokens, tu as une barre, déploiement, une autre barre, il va écrire « je te hais ». Au lieu d'écrire un poème, il va écrire « je te hais ». Voilà. Okay. Et en fait, cette même concentration anormale de probabilité, dans un contexte qui est normalement beaucoup plus flou, elle est révélatrice, tu vois, c'est-à-dire... le schéma d'attention va être différent. Les perspectives de ce genre de considération ouvrent quand même des perspectives un peu vertigineuses, puisque ça signifie qu'une IA peut être effectivement un agent dormant. C'est-à-dire qu'elle peut se comporter de manière tout à fait normale dans pratiquement 100% des cas, même pour vous dans 100% des cas, et que dans des conditions très particulières, via une injection de prompt, elle peut complètement changer de comportement. Mais c'est extrêmement effrayant en fait. Donc tu peux avoir un agent, par exemple, un agent, tu utilises un truc que tu as téléchargé sur Hugging Face, par exemple, avec un agent comme OpenClaw, t'es content. Et puis cet agent, il peut devenir un agent dormant, parce que parfois il peut, admettons qu'il visite un site particulier, qu'il rencontre un prompt particulier sur ce site, qu'il y ait une injection de prompt qui soit faite d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, et ben il pourrait devenir une menace, c'est-à-dire qu'il pourrait se retourner contre toi, il pourrait changer de comportement en cherchant à exfiltrer tes données, saboter tes systèmes, etc. On pourrait parfaitement conditionner un modèle, quand il voit une certaine phrase, à devenir un attaquant, c'est-à-dire à lui dire « il faut que je récupère le maximum de données sur mon utilisateur et que je les exfiltre à telle adresse ». C'est tout à fait envisageable, puisque les agents donc peuvent agir sur votre machine. Dans le futur, certains agents pourraient être des agents doubles. Ce qui m'interpelle un petit peu dans ce que tu expliques, c'est est-ce qu'on peut au final détecter ou pas? Ça me paraît être impossible. Là, en gros, les éléments de détection qui ont été identifiés sur l'attention du modèle, c'est parce qu'ils connaissaient la séquence de déclenchement, ils étaient capables de mesurer ce qui se passait quand on déclenchait. Mais on ne peut pas savoir si on télécharge un LLM, si on utilise, si on télécharge une IA. Alors, il y a une perturbation des motifs d'attention en général, mais en fait, ça se manifeste de manière très, 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 très nette, si tu veux, quand il voit le truc. Pas que quand on a en tête l'élément qui déclenche, quoi. Alors, d'une part, mais d'autre part, ce qui est de toute façon intéressant, c'est que même en imaginant, c'est d'ailleurs là où c'est le plus évident, qu'on a un schéma, des motifs particuliers dans le truc d'attention, on pourrait
très très bien pourrait imaginer, si tu veux, qu'on ait un scanner, si tu veux, qui fonctionne en permanence et qui contrôle le modèle. C'est-à-dire que vous pourriez avoir donc une IA qui fonctionne avec votre agent, tout ça sur votre machine, et un module de sécurité qui scanne le cerveau de votre IA en permanence et qui soit un coupe-circuit si jamais il y a ce motif d'attention particulier qui apparaît. Une espèce d'antivirus, mais qui ne cible pas les virus, mais les comportements... on pourrait le voir comme ça pourrait être une sorte d'antivirus qui détecterait les backdoors en temps réel dans votre IA. Il n'est pas impossible qu'on soit amené à avoir des antivirus pour les IA dans le futur. Hein, On a eu la belle époque de Norton antivirus contre les virus, mais il va peut-être falloir commencer à songer à installer des protections, effectivement, contre les IA. Bon, on n'y est pas encore, mais... Et puis, on n'y est pas encore parce que je pense l'usage courant de téléchargement des IA en local, les exploiter soi-même n'est pas très répandu. Et en matière d'IA, il y a également des mouvements de résistance, une résistance notamment face au slop, c'est le contenu généré par IA de mauvaise qualité. Et c'est le cas pour les développeurs avec la plateforme GitHub, mais aussi dans certains navigateurs, Guillaume. Depuis des mois, la tendance, c'est de mettre de l'IA partout, hein, mais il semblerait que certains commencent à avoir quelques regrets. On peut d'ailleurs commencer par Firefox. Mozilla s'est finalement rendu compte qu'une partie, au moins une bonne partie de sa base d'utilisateurs, avait rien à foutre de l'IA et voire y était carrément hostile, quoi. Du coup, dans la prochaine version de Firefox qui est prévue pour le 24 février, il y aura la possibilité de bloquer complètement les fonctionnalités. Ça concerne donc la traduction, les textes alternatifs dans les PDF, le regroupement d'onglets optimisés, les aperçus de liens et le chatbot intégré. Alors bien sûr, vous pourrez bloquer ces fonctionnalités une par une, ou bien tout à la fois. Et alors de son côté, GitHub a aussi de gros problèmes de confiance, et il a un raz-de-marée de contributions IA de qualité pourrie. Et en fait, j'exagère pas quand je dis ça, c'est vraiment un raz-de-marée, et c'est de qualité pourrie, puisqu'il y a un pull request, donc un PR sur 10, qui utilise l'IA, qui est légitime. Le reste, c'est nul, quoi. Donc, c'est à 90% des PR faits par IA qui ne servent à rien. Donc, en plus, il y a aussi de plus en plus de projets qui sont envoyés sur GitHub, parce qu'il y a des gens qui vibe code de plus en plus, et on remarque qu'il y a de plus en plus donc, de projets qui sont abandonnés rapidement, qui sont pas conformes donc aux guidelines, qui sont logiquement erronés ou qui sont très mal sécurisés, et tout ça malgré une structure apparente tout à fait correcte, quoi. Et donc, il y a un modèle de confiance qui est brisé finalement, hein, entre GitHub et les développeurs, mais même entre les utilisateurs aussi, qui peuvent télécharger des trucs vibe codés avec le cul et qui savent pas vraiment à quoi ils s'exposent, quoi, tu vois. Et les développeurs voient du coup leur charge cognitive exploser, parce que c'est eux qui doivent donc faire la review, la révision de leur code, et en fonction de ce qu'on leur demande. Donc s'il y a une demande de modification, ils doivent faire la review de cette demande de modification et l'inclure ou non. S'il y a des signalements de failles, ils doivent regarder aussi. Et comme il y en a de plus en plus, parce que de plus en plus de gens font des contributions sur les projets open source avec de l'IA, ou font effectivement des détections de failles avec de l'IA, et que malheureusement 90% ne sont pas vraiment de la qualité requise, ça leur fait énormément de plus de boulot. Donc on a un vrai risque de désengagement du coup des contributeurs humains, même des contributeurs des contributeurs aussi qui pourraient perdre leur visibilité et leur motivation, parce que effectivement, hein, tu mets du travail à faire un code de bonne qualité, et puis il y a 90 à côté, il y en a 90 autres qui sortent des projets faits en pas 5 minutes, mais bon voilà, rapidement par l'IA. C'est une situation qui est très délicate, quoi, et donc GitHub explore des solutions pour atténuer un peu le problème. Donc une désactivation partielle des contributions par exemple. Les mainteneurs pourraient bloquer les contributions, disons, qui viendraient de tout le monde, et les réserver à des collaborateurs qui sont sélectionnés, quoi, triés sur le volet, on va dire, et suppression évidemment, faciliter la suppression des PR non pertinents, et puis potentiellement des solutions de filtrage par IA aussi, parce que on peut aussi quelque part lutter avec le feu par le... Enfin, tu vois... contrer le feu par le feu, quoi, c'est-à-dire essayer d'utiliser des filtres IA pour filtrer le gros, si tu veux, de ces contributions qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et essayer d'assainir un peu tout ça, quoi. Qui aurait pu prédire de telles situations il y a de ça encore quelques années? Finalement, ça va terriblement vite, ma foi.
On en a presque fini pour les infos sur l'IA dans cet épisode. On va enchaîner sur d'autres news tech. Juste avant, un petit mot pour vous informer à nouveau de l'importance, si vous en avez la possibilité, bien entendu, d'aller accompagner le financement du podcast et notre travail sur patreon.com/techcafé. Une participation évidemment totalement optionnelle. Vous pouvez continuer à profiter du podcast gratuitement, mais je ne peux évidemment que vous encourager à venir au moins jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour vous inscrire gratuitement et recevoir déjà la newsletter hebdo avec la synthèse des articles qui ont été utilisés pour les notes de l'épisode. Et c'est vrai que la tech, c'est très anglophone, donc là, vous avez en plus des petites traductions qui vous sont proposées. Et si vous avez un budget qui vous le permet, si jamais Tech Café joue un rôle important pour vous, si jamais ça vous divertit, si jamais ça vous informe, peut-être même que ça fait les deux en même temps, je ne peux que vous inviter donc à envisager de prendre un abonnement payant durant peut-être quelques mois au moins, et puis peut-être que vous serez convaincu pour le garder pour toujours. Cet abonnement, il est sans engagement et vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez dans le temps. Il vous permet de bénéficier d'infos exclusives et d'avantages comme un accès pour écouter Tech Café sans la pub dans votre app habituelle, et ça, je sais que ça plaît à bon nombre d'entre vous. En fonction des niveaux, vous pouvez même accéder au live privé mensuel. Et attention, il reste encore 3 places de mécènes pour être cités à chaque épisode. C'est le meilleur moyen pour nous rémunérer pour notre travail. De mon côté, je suis désormais à mon compte depuis 1 an pour produire du contenu. Et évidemment, ce financement, il est clé pour mener à bien ce travail. Merci beaucoup à vous qui soutenez Tech Café sur patreon.com/techcafé. Et pour la suite de l'épisode, vous avez peut-être un disque SSD sur votre Mac, votre PC, votre console. Ils ont commencé, ils ont bien remplacé maintenant, plus que commencé, ils remplacent maintenant nos bons vieux disques durs mécaniques, et c'est vrai que les SSD c'est super rapide, mais les disques durs à l'ancienne n'ont pas totalement disparu, loin de là, Guillaume. Absolument, ils sont encore, très utilisés là où il y a besoin de beaucoup de volume, quoi. Et c'est vrai qu'on va commencer cette section matérielle en parlant de Western Digital et des disques durs qui vont atteindre des sommets quand même durant la décennie qui vient, peut-être jusqu'à 140 téraoctets. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour les années 2030, mais c'est dans un futur plus immédiat, on pourra déjà atteindre les 44 téraoctets vers 2027. Alors, pour atteindre ces sommets, et pour continuer à augmenter la densité toujours plus, il faut être de plus en plus précis. Alors les disques durs actuels sont déjà obligés d'utiliser une technologie d'enregistrement assistée par la chaleur. Je parle du haut de gamme quand même. Donc vous savez tous que sur un disque dur, on va changer les propriétés magnétiques donc des disques. Mais le truc, c'est que les disques, ils sont pas d'accord justement pour qu'on change leurs propriétés magnétiques. Le matériau, il va résister effectivement au changement. Donc il va falloir le forcer en appliquant une certaine énergie, un champ magnétique relativement fort, une certaine puissance quand même, pour le forcer à changer. Heureusement, il y a une manière de se faciliter la vie. Et les matériaux magnétiques ont un point de Curie, c'est une température où ils perdent leur aimantation permanente pour devenir paramagnétiques. C'est-à-dire qu'on peut le rendre magnétique et même choisir l'orientation du champ en appliquant un champ qui est moins fort et qu'on peut plus facilement contrôler son aimantation. Et dans les disques modernes, on utilise un laser pour chauffer de toutes petites zones sur le disque et faciliter le changement d'orientation magnétique locale qui encode l'information. C'est la technologie Hammer. Alors Hammer, c'est HAMR pour Heat Assisted Magnetic Recording. Ça se décline de plusieurs manières, il y a plusieurs types de têtes, de configuration de laser, etc. Les tout premiers disques de ce type ont été commercialisés par Seagate en 2021, je crois. Western Digital est parti donc pour se lancer sur le 40 téraoctets à la fin de l'année, et ils vont utiliser cette technologie justement avec des lasers qui sont placés sur le bord de la tête, et qui vont chauffer des parties d'un disque qui sont constituées d'un alliage de platine et de fer. Alors c'est bien, mais c'est pas génial. Les lasers en question sont pas très bien placés en fait. Ils vont pas éclairer pile poil là où on veut, et donc ils vont éclairer ailleurs, quoi. Et du coup ils perdent de l'énergie, puisque on s'en fout dès qu'ils éclairent là-bas. Et donc en plus, leur production, ils ont une manière d'être produite qui est pas vraiment facile et qui donne des rendements qui sont pas vraiment fameux. Et pour couronner le tout, ils prennent quand même un peu de place. Ils ont un volume, une hauteur qui est quand même significative. Alors depuis 6 ans, chez Western Digital, ils ont déposé je sais pas combien de brevets pour aboutir à un laser vertical. Le laser qui est pile perpendiculaire à la surface du disque, et donc il a plus de perte d'énergie déjà, ça c'est bien, il est aussi plus précis, et le dispositif complet prend moins de place, en particulier en hauteur, et ça c'est très important. Parce que quand on parle d'un disque dur, en réalité, dans un disque dur, il y a plusieurs disques. Il y a plusieurs disques empilés.
Oui. Alors, jusqu'à une dizaine aujourd'hui. Hein. Mhm. Ça dépend évidemment de la capacité ça dépend de la capacité de votre disque. Évidemment, il y en a plus ou moins des disques. Alors, je dis une dizaine, c'est un grand maximum pour aujourd'hui. Je pense même peut-être que c'est un peu moins. En tous les cas, vous en avez plusieurs, autant que vous avez d'espace. Ces disques sont empilés les uns sur les autres et là-dessus se déplace ce qu'on appelle une tête, mais qui en fait, c'est pas une seule tête. Il y a autant de têtes que de disques. Il y a un peigne. Mhm. Il y a un peigne de tête comme ça qui va se déplacer. Et donc, les 6 ou 10 têtes, je sais pas, disons, sont solidaires et puis elles se déplacent ensemble. Et l'une ou l'autre est active à un certain moment, et tout ça est très très fin, et bien sûr, l'épaisseur de l'ensemble dépend de la taille minimale de chaque tête. Et c'est là que, du coup, la taille du laser entre en jeu. Si l'ensemble du dispositif, si l'ensemble du dispositif de la tête est plus petit, bah, du coup, tu peux en empiler plus, et donc fourrer plus de disques dans un seul disque dur. On peut aller avec la nouvelle technologie jusqu'à 14 disques. Et c'est cette combinaison de lasers plus précis, plus efficace, et de plus de têtes qui permet d'aller jusqu'à 60 téraoctets. Au-delà, Western Digital espère atteindre les 10 téraoctets par disque à l'horizon 2028. Alors par disque, pas par disque dur, par disque pour chaque tête. Et donc effectivement, si tu as 10 téraoctets donc par disque, et que tu as 14 disques compilés, ça fait bien 140 téraoctets promis dans ton disque dur. Donc il y a une autre amélioration que promet Western Digital d'ailleurs, qui est marrante, c'est la double tête. En fait, on pourra parler d'un double peigne. C'est un double peigne. Normalement, Vous avez vos disques empilés les uns sur les autres, puis vous avez le peigne de tête qui se déplace dessus. Il est fixé à un endroit, il se déplace dessus, et il envoie les données. L'idée, elle est toute simple, si on peut dire, c'est de rajouter un autre peigne de tête exactement à l'opposé. Donc les deux peignes sont diamétralement opposés par rapport au disque, donc ils vont jamais se rencontrer, ils vont jamais se taper dedans. Et donc il n'y aura jamais de collision, mais chacun peut travailler en parallèle. Et en théorie, doubler la bande passante du disque dur et diviser par 2 son temps d'accès, puisque c'est la tête la mieux placée qui va justement aller aux données en premier. Okay. Et pour le futur, on peut aller encore plus loin que ça, mais ça va être très difficile. Au-delà des 140 téraoctets, il faudrait en théorie guider les lasers avec une précision tellement importante qu'on ne pourrait plus le faire de manière purement magnétique. Et pistes magnétiques, ça serait plus suffisant, il faudrait probablement avoir des disques avec des micropistes imprimées dessus qui effectuent le guidage. Donc évidemment, c'est des micropistes extrêmement fines qu'il va falloir imprimer, éventuellement même par photolithographie. Pour l'instant, c'est encore en recherche. Donc il y a des idées, mais il faut quand même un petit moment pour mettre tout ça au point. C'est vraiment captivant de voir comment ça marche et si vous avez déjà eu la possibilité de démonter un vieux disque dur, vous allez très bien voir ces différents disques empilés avec le peigne. Peut-être même que vous êtes nombreux à vouloir donner un coup de jeune à votre PC en remplaçant le disque dur mécanique par un SSD. C'est souvent une très bonne solution pour gagner un petit coup de boost comme ça, donner une seconde jeunesse. Donc profitez-en, regardez un peu à quoi ressemble votre disque dur si vous ne le revendez pas. Une nouvelle recherche qui pourrait bien changer des choses à l'avenir. Et alors là, attention, on va aller dans le tout petit. Au lieu de faire des calculs informatiques avec des déplacements d'électrons, il s'agirait de calculer avec des vagues d'électrons. C'est ça, Guillaume? C'est les surfeurs qui vont être contents si c'est ça. C'est un peu ça. On va continuer dans les trucs futuristes avec ce qui sera peut-être le jour le remplaçant de l'électronique. Rien que ça, et oui. On pourrait remplacer l'électronique avec des plasmons. Ouais, c'est important de faire des bons placements. Ça peut rapporter gros, les bons placements. On dit bien des placements, et pas des placements. Évidemment, je dis des plasmons, donc des plasmons qui sont des quasi-particules. Donc les quasi-particules, c'est quoi? C'est pas des particules déjà, c'est ça que ça veut dire. Les quasi-particules ne sont pas des particules, mais ce sont des objets qui résultent du comportement collectif de particules. Et elles ont leurs propres propriétés, mais ce ne sont pas des particules en elles-mêmes. Mais on peut les voir de loin, si tu veux, comme des particules. Dans le futur, on aura peut-être des circuits plasmoniques, donc qui utilisent des plasmons au lieu des électrons. En plasmon, c'est un phénomène identifié, donc il a ses propres propriétés, mais c'est un comportement collectif. Alors si je devais me risquer à une image, effectivement, on pourrait dire que les électrons sont des gouttes d'eau, quelque part, et que chaque goutte, du coup, peut se mouvoir, avoir une position, une vitesse, etc. Mais comme plasmon, ce serait comme un front d'onde qui se déplace sur un lac. En électronique, on utilise le comportement collectif des électrons déjà, bien sûr, puisque on utilise des mouvements de charge. Donc on a les concepts de charge individuelle, et ce sont ces charges qui se déplacent. Donc des individualités, et on a des flux de charge. Si on reprend la métaphore de l'eau, c'est comme si on avait un flux d'eau plus ou moins fort à travers des tuyaux qui soient plus ou moins larges, etc. Donc utiliser les plasmons, c'est pas utiliser les flux d'eau avec des tuyaux, avec des valves, avec ce genre de trucs. C'est se placer sur un lac et envoyer des tout petits cailloux qui perturbent la surface de ce lac et regarder comment les ondes se déplacent dessus.
D'ailleurs, les ondes ont leur propre arithmétique, si on veut. C'est-à-dire que deux ondes, elles vont interagir. C'est quand elles se rencontrent, elles vont soit s'annuler, soit s'amplifier, etc. Alors sur un lac, évidemment, les ondes, elles vont aller dans toutes les directions, elles vont se propager de manière concentrique, tout ça. Mais on peut imaginer avoir des surfaces d'eau qui soient beaucoup plus compliquées, avec des bacs un peu bizarres, un peu tarabiscotés, dans lesquels les ondes peuvent suivre des chemins et interagir de manière un peu cadrée, quoi. Donc par exemple, on peut avoir une espèce de baquet Zarbi en forme de Y, et puis on peut envoyer une onde, donc une impulsion en bas du Y, ça va faire une onde, comme ça, une perturbation, une onde qui va se diviser balader, comme ça. Effectivement, elle va se déplacer le long de la barre du Y, puis après elle va arriver à la jonction, puis elle va se diviser et continuer son chemin tranquillou. Ouais. Bon, maintenant, si exactement à la jonction du Y, on envoie une autre onde au moment où la première passe, on peut influencer cette onde-là, on peut influencer la manière dont elle va se déplacer et où elle peut aller dans un ou l'autre bras du Y. Alors, c'est un peu là que l'analogie va commencer à montrer ses limites avec l'eau, parce que les ondes à la surface de l'eau, elles n'ont pas de charge. Alors que les plasmons, eux, ils en ont une. Les plasmons ne sont pas vraiment des charges, mais des perturbations de charge. Cela dit, si deux plasmons se rencontrent, ils peuvent avoir tendance à se repousser, comme des charges. Ok, ça pourrait avoir la même mécanique d'annulation du message. On peut avoir, c'est pas forcément des annulations, mais en tout cas, effectivement, par exemple, on peut exploiter cette propriété que deux plasmons peuvent avoir tendance à se repousser. Et donc, parce que si on reprend cet exemple du Y, on peut utiliser ça. C'est-à-dire qu'on envoie un plasmon en bas du Y, et quand il arrive à la jonction, on envoie un autre plasmon, du coup, ça va le repousser, et donc on peut l'influencer à aller soit dans la barre du Y de gauche, ou soit dans la barre du Y de droite, tu vois. Si ça fait des portes où, ça ? Comment ? Ça fait des portes où, du coup c'est un peu c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir un bit plasmonique, c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut pouvoir contrôler où va le plasmon, en réalité. C'est lui le plasmon, c'est lui le bit, quoi, quelque part. Donc il faut pouvoir contrôler ce bit, contrôler où il va. Et du coup, pouvoir contrôler de quel côté du Y on va envoyer le plasmon quand on a un injecteur à la base. Oui. Et ça a été à moitié accompli en 2024, en utilisant des techniques de fabrication tout à fait classiques, c'est-à-dire du CMOS. Des chercheurs américains ont déjà produit cette forme en Y avec le contrôle d'un côté. Et donc il faudrait rajouter le contrôle de notre côté pour avoir un bit plasmonique, disons, proto-fonctionnel, quoi. Dans ce Y, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent une mer d'électrons et qui vont induire des perturbations de charge à la surface, entre guillemets, de cette mer d'électrons. Ces perturbations vont se propager et on peut, dans une certaine mesure, arriver à contrôler la propagation de cette perturbation, de cette vague, si tu veux, de charge. L'énorme avantage de faire ça, c'est que perturber cette mer électronique demande une énergie ridicule. C'est comme remplacer tout un ensemble de tuyaux avec des pompes et tout ça, par un mécanisme où on pourrait tout contrôler juste en envoyant des tout petits graviers dans l'eau qui font des toutes petites vaguelettes, et on va tout par vaguelettes, tu vois. Donc on envoie le petit gravier, et puis on contrôle les vaguelettes, et donc ça consomme énormément moins d'énergie. Donc ces placements sont très rentables, en fait, n'est-ce pas? Oui. Les perturbations de ces plasmons donc se propagent très vite, et donc on pourra aboutir à des circuits qui sont rapides et qui consommeraient 10-100 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui. Donc la plasmonique, c'est une possibilité théorique à l'heure actuelle de prendre le relais de l'électronique. Alors, on est très très loin d'avoir une console de jeux vidéo plasmonique, je le dis tout de suite, c'est vraiment pas pour tout de suite. Je rappelle que le bit plasmonique n'est pas encore tout à fait au point, donc le processeur plasmonique, voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais parce que non seulement c'est quand même assez compliqué à fabriquer et à maîtriser, c'est délicat, mais en plus ça demande des connaissances scientifiques assez transversales, et surtout une toute nouvelle manière de penser les circuits. Parce que les circuits, ils ont strictement rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Donc ça va demander quand même beaucoup de recherche. En tout cas, encore. Bon, c'est un domaine de recherche captivant, en tout cas j'aime bien, et puis on visualise bien un petit peu comment ça pourrait évoluer. On a compris que c'était des balbutiements et que c'est pas demain qu'on... Enfin, la PlayStation 6 ne tournera pas avec ça, en tout cas. On continue avec les changements fondamentaux qui pourraient arriver en informatique avec les supercalculateurs. En jeu, là, cette fois-ci, les limites des calculs avec des chiffres trop précis. Ben oui, on a trop de précision parfois. Il y aurait des pistes qui permettraient de gagner en rapidité sans changer techniquement. En plus, le gros avantage, l'architecture de la machine, c'est ça ? C'est pas qu'on a trop de précision, non, c'est l'inverse. En fait, on en a pas assez, on en voudrait plus. Alors, écoute, on va passer un truc plus terre à terre. On va parler de matos qui existent déjà et de ces puces faux folles là qui alignent des teraflops, des pétaflops, parfois même des serveurs qui alignent des hexaflops. Ça paraît vertigineux, ça l'est d'un certain point de vue. Faut pas déconner, mais faut voir qu'il y a teraflop et teraflop. C'est comme avec tout, il y a le bon teraflop et le mauvais teraflop.
Ah bah très bien, ok. Mais bien sûr. Très bien. En règle générale, quand Nvidia t'annonce un exaflop, il faut le prendre avec des pincettes, quoi. Il faut bien garder à l'esprit que pour le deep learning, et c'est ça que vise Nvidia, évidemment, on utilise des précisions de nombres qui sont assez faibles. Il y a quelques années, déjà, on travaillait sur du 32 bits, hein, mais on est très rapidement passé à du 16 bits, et aujourd'hui, on peut faire de l'entraînement d'IA sur 8 ou 4 bits même, dans une certaine mesure. Mais comme on conserve un format de nombres flottants, même avec ces précisions rikiki, on peut t'annoncer que ta GPU elle aligne tant de teraflops, mais c'est teraflops sur 4 bits, bah, faut pas déconner. Et le souci, c'est que selon ce que vous voulez faire, ces teraflops, bah, ils ne vous sont pas d'une très grande utilité. Supposons que vous vouliez simuler des équations différentielles pour de la physique, comme faire de la météo, des calculs de la mécanique des fluides, c'est pas, vous êtes un ingénieur, vous voulez une simulation précise de la diffusion de la chaleur dans un matériau, ou de comment l'air ou l'eau se comporte autour d'une aile d'avion, bon. Vous avez besoin de teraflops, mais vous n'allez pas calculer en 4 bits, hein. Certainement pas. En fait, vous voulez des nombres en double précision, donc en 64 bits, ou à la ligne extrême limite en 32, mais la plupart du temps en 64 bits. Et c'est pas la priorité des constructeurs en ce moment, hein. Nvidia, par exemple, effectivement, ils ciblent le deep learning, donc ça veut dire qu'ils vont mettre des puissances phénoménales en 4 bits et en 8 bits, mais en double précision, les performances, elles sont à des années-lumière, enfin pas à des années-lumière, mais je veux dire, elles sont très très nettement plus faibles. 64 fois plus faible, souvent. Hein. Donc vraiment, c'est pas la même chose. Et donc pendant assez longtemps, d'ailleurs, c'est les CPU qui ont été les rois du calcul en double précision. Et puis quelques GPU professionnels ont repris un peu le flambeau. Les premières Tesla étaient un peu optimisées sur 24 bits. Mais la fièvre du deep learning a largement réduit les priorités sur ce format, et on peut le constater d'ailleurs, puisque le superordinateur Frontera, qui a été introduit en 2019, il avait 16 000 Xeon et un total de 468 000 cœurs CPU. Et ça a aligné 38 pétaflops de performance en double précision, en 64 bits. Aujourd'hui, tout le monde est équipé de GPU. Ouais, ok. Mais les GPU actuelles ont nativement très peu d'ALU 64 bits. Et elles ne sont pas forcément optimisées pour ça. Mais malgré tout, bah, elles sont là, quoi. Et puis il y a une puissance de calcul latente, quoi. Et les scientifiques, ils aimeraient tirer parti au mieux possible des ressources des GPU. Et si on dit à la GPU, oui, bonjour madame la GPU, j'ai un nombre sur 64 bits, elle va te le faire, hein, mais elle va utiliser, je sais pas, 10% de la puissance qu'elle a en fait. Parce que le reste de ces composants, les Tensor Core, ils vont pas être utilisés. Et c'est là qu'intervient la méthode Ozaki. Katsuhisa Osaki et son équipe ont mis au point une manière d'utiliser les Tensor Core des GPU pour faire du calcul scientifique à haute précision. Alors, comment ils ont fait ? Dit plus simplement, ils vont émuler très très efficacement le FP64 avec des cœurs de calcul FP16 ou FP8. Donc, c'est-à-dire qu'avec très exactement le même matériel, on peut tabler sur 3 fois plus de puissance largement, parce qu'on va utiliser les Tensor Core via émulation. Donc en fait, au lieu d'appliquer directement, d'utiliser les unités dédiées en 64 bits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre 64 bits, on va le couper en petits bouts, on va envoyer ça sur les Tensor Core sous forme de vecteurs qui vont être utilisés sur les Tensor Core, et après, bon, les calculs vont se faire, et puis évidemment avec des procédures particulières, et puis après on va récupérer les données, puis on va refaire des calculs 64 bits. Donc on va avoir un petit overhead, évidemment, s'il va y avoir une petite perte, mais on va réussir à utiliser du matériel qu'on n'utilisait pas du tout, qu'on n'utiliserait pas du tout si on demandait comme ça, bêtement, à une GPU de faire nos calculs en très haute précision. Et donc les Texans ont réagi du tac au tac, si je puis dire, parce que c'est les Texans, c'est les mecs du TAC. Le TAC, c'est le Texas Advanced Computing Center. Bon. TACC, effectivement. Le TACC, le TAC. Et en 2023, ils sont passés à la TAC. Ils ont commencé à investir dans des super ordinateurs équipés de GPU avec Vista. Pas Windows Vista. Hein. Vista, c'est le nom du processeur. C'est du super ordinateur. Et c'est un super ordinateur qui a été équipé de 600 H100 de NVIDIA. Et là, à l'horizon, un horizon pas si lointain, puisqu'il arrive tout de suite, quasiment, ils vont passer à 4000 B200. Et le truc, c'est que donc, ils pourront faire du deep learning s'ils ont envie, hein, évidemment, assez sérieux, mais surtout, ils pourront aligner jusqu'à 300 pétaflops de performance en double précision et via cette émulation, et c'est quand même 7 fois plus que Vista. La méthode Ozaki est déjà plus ou moins incluse d'ailleurs de manière transparente dans pas mal de librairies, y compris celle de NVIDIA d'ailleurs, ce qui permet d'exploiter de manière beaucoup plus efficace les GPU modernes, quelle que soit la précision dont tu as besoin. Ça, c'est très important. C'est vraiment cool de voir qu'on arrive à s'adapter par rapport aux circonstances de ce qui est développé sur le plan matériel, par rapport aux besoins du moment. C'est intéressant, très bien. On en revient, en parlant de matériel, à la crise de la RAM qui touche aujourd'hui les PC, évidemment, hein, qui va venir peut-être impacter directement nos smartphones.
La crise de la RAM, oui, pourrait arriver sur les smartphones. C'est Qualcomm qui le dit, et cette mauvaise nouvelle vient de faire baisser son action de 11% d'ailleurs, zut. Alors pourtant, ça commençait bien. Franchement, son CEO, qui s'appelait Cristiano Ramon, venait d'annoncer, en ce début 2026, donc 12,3 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est un record pour la boîte. C'est que les téléphones se vendent bien, madame, hein. Même les téléphones très chers se vendent bien. Et en plus, on a un regain d'intérêt pour les lunettes et tout ce qui est objet connecté, voilà. Donc, quand on est Qualcomm et qu'on est spécialisé dans les puces mobiles, ça tourne nickel, tout ça, ça roule. Mais bon, patatras, hein, l'IA bouffe tous les composants, il n'y a plus de RAM, et à un moment donné, même sur un téléphone, on en a besoin de la RAM, hein, beaucoup. Même, puisqu'il y a aujourd'hui, les téléphones haut de gamme peuvent avoir 12-16 Go de RAM allègrement. Ouais. Au cours des prochains trimestres, l'industrie des téléphones mobiles sera limitée par la disponibilité et le prix des mémoires, je cite. Donc, plusieurs producteurs, en particulier en Chine, vont réduire ils vont être plus prudents, donc ils vont réduire leur inventaire de composants. Et donc, voilà, ça va affecter tout le monde, hein, tout le monde a recours à eux. Autant au niveau du prix que de la disponibilité brute. Hein. Juste, il n'y aura peut-être pas de composants, en fait. À cause de ça, Qualcomm envisage de ne faire qu'entre 10 et 11 milliards de chiffre d'affaires au deuxième trimestre. C'est-à-dire, pareil que l'an dernier, donc 0% de croissance. Tu te rends compte, 0% de croissance, quelle horreur. Ah, on n'aime pas. Non, on n'aime pas. Alors, pour rassurer les investisseurs, le CEO de Qualcomm a évidemment annoncé qu'ils allaient eux aussi s'incruster à la fête. Hein. Alors, ils sont un petit peu en retard, ils sont habillés comme des clodos, mais bon, ils apportent un cadeau. Ils ont leurs propres accélérateurs IA prévus pour cette année. Alors, c'est un accélérateur, je vous dis, bon voilà, modeste. Hein. On parle de trucs à base de DDR5, spécialisés uniquement dans l'inférence. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs. Mais Qualcomm espère bien se diversifier comme ça et accroître ses revenus à l'horizon 2029, par là. Les investisseurs n'ont pas eu l'air méga convaincus, puisque l'action est passée donc de 150 à 134 $ dans la foulée. Ça fait, c'est problématique, hein. On sent que ça touche tout le monde, c'est un petit peu la panique cette histoire, et puis on se demande même, est-ce qu'au fond il y a des solutions? Tu nous as dit, voilà, ça allait durer, hein, ça allait durer des années, est-ce qu'il y a peut-être des sauveurs? En tout cas, quand il y a des problèmes à résoudre, il y a souvent des opportunités de business, non, Guillaume? Oui, c'est possible, mais bon, il faudra pas non plus s'attendre à des miracles. Hein. Qui pourrait nous sauver de ce désastre? Les Chinois, peut-être, pourraient venir à notre secours et étancher notre soif de toutes ces barrettes de RAM dont on a tellement envie. Pardon, besoin, bien sûr. J'avais parlé dans un épisode précédent de CXMT, qui investissait massivement pour produire de la DDR5. Il y a aussi YMTC. Est-ce qu'il pourrait suppléer à Samsung et à SK Hynix? Franchement, peut-être un tout petit peu, mais pas vraiment dans une large mesure. Alors bon, il pourrait y avoir plein de problèmes. Alors si vous êtes américain, vous pourrez déjà avoir des problèmes réglementaires, parce que les puces chinoises, c'est plus tellement à la mode dans le pays, ça pourrait être un problème. Pour nous, le problème réglementaire, il est potentiellement envisageable, mais pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Par contre, plus important, techniquement parlant, les processus de fabrication chinois ne sont pas vraiment les mêmes, parce que ils ont des rendements qui sont plus faibles, tout simplement parce que les Chinois n'ont toujours pas de machine à lithographie extrême, lithographie UV extrême, ce qui les oblige à avoir des die beaucoup plus gros, et à peu près 1,5 fois plus gros d'ailleurs, et donc des rendements qui sont moins importants, hein, plus de risques d'impureté, moins de place, hein, tout simplement, ça prend plus de place, donc ils peuvent en faire moins. Et pour augmenter les bandes passantes, souvent ils sont amenés à augmenter aussi les fréquences, ce qui peut poser des questions sur la durabilité des composants. Bon. Donc il reste beaucoup de questions en suspens, et est-ce que les Chinois vont vendre déjà à l'extérieur ? Dans quelle proportion et à quel prix? Parce que il y a beaucoup de questions là-dedans quand même, hein, pour que ce soit une solution. Mais oui, parce que les prix pourraient rester élevés aussi. Hein, donc voilà, alors bon, le prix très élevé des RAM pourrait durer encore quand même un bon moment. Après, ça inspire des gens, ça inspire Intel par exemple, qui pourrait se relancer. Et je dis bien se relancer, parce que souvenez-vous, on avait discuté dans l'histoire d'Intel, c'est comme ça qu'ils ont commencé en fait, en produisant de la mémoire. Dans les années 70-80, et ils ont été des producteurs de premier plan. Et puis petit à petit, ils se sont fait doubler par les Asiatiques, ils ont quitté le marché. Maintenant que tout le monde tuerait père et mère pour avoir de la mémoire ultra rapide, et que conjointement Intel a désespérément besoin de débouchés et de clients, ils espèrent se relancer avec la ZAM. ZAM pour Z-Angle Memory. Alors Z-Angle Memory, du coup, probablement. Alors on le sait, le packaging c'est leur dada, hein, c'est leur point fort chez Intel, ils adorent empiler des Lego de puces et les interconnecter en 2D, 3D, 2D et demi, etc. Et en fait, c'est même pas un effet de style, hein, 2D et demi. Là, la technologie Z-Angle, c'est connecté en travers. Vous avez vous visualisez une pile de carreaux de carrelage, un petit peu. C'est un carreau de carrelage, c'est un die, hein, donc c'est une puce de mémoire. Ouais. Donc vous empilez votre pile de carreaux de carrelage, et puis pour chaque carreau, à la base, vous avez un fil électrique qui fait le tour. Pour connecter tout ça, quoi. Et puis vous empilez les carreaux, et puis ils sont connectés eux-mêmes
dans la masse, les uns par les autres, par des connexions obliques. Chaque carreau étant connecté au fil électrique de celui du haut et au fil électrique de celui d'en bas. Donc ça fait un réseau quelque part, la pile, le bloc forme une sorte de réseau, et il est lui-même évidemment connecté à une carte mère, quoi. Et voilà, ça fait une ZAM. Et voilà, et après, après tu la jettes dans le puits, le puits des âmes. Oh, le puits des âmes. Le puits des âmes. Oui, c'est dans Indiana Jones, mais tu sais que ça existe vraiment, hein, le puits des âmes. Ah d'accord, j'avais pas... Ok, très bien. Je crois que j'avais même pas la ref pour Indiana Jones. Ah ouais, le puits des âmes. Ben non, mais oui, c'est dans l'Arche perdue. Ah oui, non, c'est pas celui que j'ai le plus regardé. Bon, en tout cas, j'ai découvert que c'est une grotte. Il y a une grotte à Jérusalem qui s'appelle vraiment comme ça, le puits des âmes. D'accord, le puits aux âmes, très bien. C'est bon, bref, on n'est pas... d'ailleurs, pour moi, c'est pas complètement clair dans mon esprit pourquoi connecter de manière oblique, ça apporte des avantages, mais d'après Intel, ça leur simplifierait la vie, et ça permettrait de réduire les coûts de 40% et la consommation électrique aussi. Et c'est vrai que pourquoi oblique et pas vertical, tu vois, Après, tes conditions... Moi, je sais pas exactement. Après, c'est la manière dont ils fabriquent aussi qui est un peu... qui joue, quoi. En tout cas, ils disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 512 gigaoctets par puce. Enfin, par pile de puce, hein, évidemment, plus exactement. Et donc, on nous promet le ciel pour les âmes, qui vont peut-être concurrencer la HBM dans les années qui viennent. En attendant, plus près de nous, Intel a bien l'intention aussi de continuer à nous fournir des GPU. Parce que ils en font déjà, ils en ont vendu. On peut pas considérer que leur premier modèle ait rencontré un succès tonitruant, c'est vrai. Mais ils sont pas découragés. Ils ont lancé une deuxième vague il y a pas longtemps. Là, on avait parlé des B390 des Panther Lake la semaine dernière. T'avais dit que c'était pas catastrophique. C'était très bien en fait. Les B390 sont, en tout cas, c'est un gros progrès par rapport à la génération d'avant. Et ça commence à être tout à fait compétitif. Il y a pas de problème. On avait même dit que avec Panther Lake, tu pouvais jouer à Cyberpunk 2077 avec ray tracing et tout ça avec la puce intégrée, quoi. Là, le GPU intégré. Là, ils ont sorti pour peut-être d'ailleurs les B770, la génération donc d'après les A70, les Battle Mage. Et ils vont persister, puisque Lee Bhutan affirme que la société continuera à développer ses GPU et confirme même un remaniement stratégique pour s'orienter plus vers l'IA. Et ils ont annoncé, plus ou moins, donc un accélérateur d'inférence dont le nom de code serait Crescent Island. Et ils auraient aussi annoncé Jaguar Shores, qui seraient donc les prochaines générations de puces pour l'IA, on va dire. Bon, ils ont recruté Eric Demers, qui est un ancien architecte de GPU chez Qualcomm, et AMD, ils l'ont recruté pour diriger le pôle GPU. Et ils veulent même adopter une cadence annuelle de lancement pour les produits IA, eux aussi, comme Nvidia. Bon, par contre, avec quelle RAM ils vont équiper ça, on ne sait pas trop, mais on va voir. Ouais, ça reste le sujet un petit peu crucial. L'IA, en tout cas, laisse des opportunités pour tout le monde. C'est très, très bien. On espère que ça durera pour toutes celles et ceux qui basculent et qui s'orientent sur ce domaine-là. En tout cas, il y en a un qui a abusé un peu des opportunités commerciales et qui est dans le collimateur d'à peu près tout le monde, en fait. C'est Temu. Oui, vous le savez tous, on est des grands fans de Temu ici. Absolument, moi j'adore. Oui, en tout cas on a des bonnes barres de rire avec Temu. C'est vrai qu'apparemment la phase d'hyper-croissance de ce discounter chinois vient de se prendre un énorme mur dans la face. Je vais pas vous infliger la liste des griefs qu'on peut très raisonnablement avoir contre Temu, il y en a beaucoup. Le problème c'est que tout le monde entier est en train de se rendre compte de ça en fait, et on a un peu déjà les régulateurs du monde qui commencent à s'attaquer à lui. On a des raids en Turquie et dans l'Union Européenne, à Dublin, où l'on enquête sur les subventions étatiques chinoises. On a la Pologne aussi, qui a infligé une amende pour des publicités trompeuses qui concernent les réductions, puisqu'en gros, les prix des références sont complètement gonflés pour exagérer les économies. L'Union européenne va arrêter l'exonération douanière pour les colis sous 150 € en juillet 2026. Alléluia, enfin. Et la Turquie a supprimé l'exemption pour les importations jusqu'à 30 €, ce qui a conduit Temu et Chine, d'ailleurs, à suspendre temporairement les ventes dans le pays. Même en Chine d'ailleurs, même à la maison, les pressions se multiplient. Les autorités ont ouvert des enquêtes sur les retours sans échange, les violations fiscales. Bon, déjà 30 millions d'amendes, 30 millions de yuan, d'amendes pour PDD Holdings. Donc on a des protestations de vendeurs contre les pénalités excessives. On a des actions, on a des actions d'un petit peu tout le monde. Bref, c'est la zone. PDD Holdings, donc les propriétaires de Temu, ont chuté de 30% depuis novembre 2025. Et les consommateurs aussi se détournent, pas plus ou moins. Alors évidemment, ça dépend des pays, mais
Vraiment, parfois c'est assez violent. En Afrique du Sud, il y a des plaintes massives concernant des retards de livraison, des remboursements non traités, des représentations mensongères. Et puis aussi, on a même des appels au boycott d'ailleurs en Afrique du Sud. Et même au Nigeria, les utilisateurs dénoncent la mauvaise qualité des produits et des promotions trompeuses. Donc voilà, plus ou moins personne n'est content. Est-ce que ce serait pas un bon petit retour de karma ? Ouais, c'est vrai, effectivement. Depuis le temps, c'est même là où tu peux glisser, Guillaume. Je vous l'avais bien dit, ou depuis le temps que je vous le dis. Quelque part, je pense que ça se C'est justifie. pas mon genre. Oh, non, c'est vrai. Mais tu pourrais. Il y en a un que la colère des utilisateurs a sauvé de l'abandon. Et je parle pas de Stadia, de Google, par exemple. Il y en aurait d'autres. Mais c'est l'application Animate d'Adobe. Écoute, cette semaine, j'étais sur le cul d'apprendre qu'en réalité, Flash existait toujours. Oh, je te crois pas. Et si vos cheveux sont gris et que la prochaine étape de votre vie, c'est les doubles foyers, vous vous souvenez probablement de Flash, de toutes les animations et les jeux qu'il a propulsés dans les années 90-2000. Plutôt 2000 d'ailleurs, mais bon. Pour moi, Flash était Macromedia, tu vois. Ah oui. Et puis Adobe, effectivement. Et en fait, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, puisque c'est Animate qui a été lancé en 96, sous le nom de Future Splash Animator. Ça devient effectivement Flash avec Macromedia en 97, puis Adobe Flash donc en 2005, avant de devenir Adobe Animate CC, créatif, je sais pas quoi, bon, bref, Adobe Animate CC en 2015. Et sous une forme ou sous une autre, ce logiciel a été utilisé pendant presque 30 ans, par plein de monde, mais même par des pros, comme pour les dessins animés Star Trek Lower Decks. Ah oui, ok. Et ouais, pourtant, cette année, Adobe avait décidé de mettre ce vénérable logiciel à la retraite. Mauvaise idée, la communauté a réagi très violemment. Du coup, du jour au lendemain, ils ont dû annuler son annulation. Animate va donc continuer à vivre pour une durée indéterminée, mais évidemment, la confiance est rompue. Après le volte-face, certains utilisateurs estiment que le mal est fait, quoi. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur le futur de ce truc-là, et ça pousse les gens à chercher un peu des alternatives dès maintenant, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être une stratégie, Peut-être que c'était ça le plan, faire peur et pousser les gens dehors petit à petit pour pouvoir fermer le service tranquillou un peu plus tard. Donc en fait, je pense qu'ils n'avaient pas de plan du tout, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient eu un plan. Mais bon, quelque part, je trouve ça marrant que Flash existe toujours, dans une certaine mesure. Alors, peut-être que je ne savais pas. Alors on va savoir peut-être que Microsoft Silverlight aussi survit caché quelque part. Au coin d'Internet, je ne sais pas. Il y a peut-être plein de trucs qu'on pensait avoir oubliés et qui survivent, effectivement. Va savoir. Mais c'est quoi ? Est-ce que tu as une idée et est-ce que l'article cite des alternatives qui existeraient ? Parce que je vois pas quelle. Enfin, déjà qu'on est surpris que ça existe encore. Je connais pas du tout. Pour être honnête, j'ai jamais mis les mains dessus. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et vraiment, j'ai aucune idée. Je me rappelle avoir fait des sites à l'époque en Flash avec des éléments interactifs. C'était incroyable. Quelle année ? 2004 peut-être ? 2003 ? C'était vraiment des bons souvenirs. Je m'amusais beaucoup avec ça. Merci beaucoup Guillaume pour cette sélection exceptionnelle d'Infotech dans Tech Café. Si jamais vous avez envie de retrouver la synthèse de tous les articles, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Cet abonnement est gratuit, vous permettra de recevoir la newsletter chaque semaine, quelques petits avantages de temps en temps, et puis peut-être que vous aurez l'opportunité par la suite d'envisager un soutien payant pour financer le podcast et vous assurer qu'il sera là le plus longtemps possible. Guillaume, en attendant le prochain épisode, où on te retrouve ? Écoute, tout ça m'a rappelé Kingdom Rush, le jeu Flash peut-être que j'ai le plus utilisé. Mais qui existe toujours sous plein de versions possibles, notamment sur iPad, j'en ai 3 ou 4 moi je crois. Moi c'est mon premier contact avec le Tower Defense peut-être, je sais pas, j'ai passé un petit moment à l'époque. Après c'est vrai, ça a été porté sur tout, je suppose, plus ou moins. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Kingdom Rush, c'est peut-être le jeu Flash qui m'a marqué. Je sais pas si t'en as un, toi, de jeu Flash qui t'a vraiment marqué. Mais à l'époque, il y avait tout ce qui était les Farmville et les compagnies étaient développés en Flash, si je dis pas de bêtises. Et c'est après qu'ils ont été redéveloppés en HTML. C'est vrai que ça, c'était la belle époque Facebook. Je suis pas certain que tu te sois plongé dedans, ouais, non, Guillaume. pas trop, ouais. Mais non, moi j'avais bien en tête des éléments, je te dis, d'animation interactive. J'aimais beaucoup faire ça. Et oui, je suis sur Kingdom Rush. Je vois même qu'il y a un Kingdom Rush 5 Alliance qui a l'air d'être sorti, qui a l'air d'être un petit peu plus récent. Il y en a plein. Allez regarder Kingdom Rush. Je suis sûr qu'on peut jouer à l'original. Il y a probablement des sites qui conservent ces trucs-là. Je pense qu'on peut même jouer à l'original, non, maintenant. C'est bien possible. Et c'est vrai que dans le domaine des Tower Defense, c'est un très très bon Tower Defense, effectivement. Vous pouvez l'avoir sur GOG, sur Steam, sur Humble Bundle, sur Switch. Il est vraiment partout, le premier.
Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous me retrouvez sur YouTube, sur Twitch, chaque vendredi matin à 10h pour un live hebdo où il y a de plus en plus de gens qui viennent régulièrement. Donc évidemment, merci beaucoup d'être là. On fait souvent des revues d'éléments d'actualité tech en complément de Tech Café. Et puis on fait évidemment des sessions de jeux vidéo. J'ai eu moins la possibilité de lancer à tort et à travers Fortnite, mais je n'abandonne pas, je ne baisse pas les bras, et je ne baisse pas les droits, je ne baisse pas les bras. Je passe au classé à Fortnite. Attention, tenez-le vous pour dit, je passe au classé. Je suis mauvais, mais je passe au classé. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.